Bonjour et bienvenue sur le plateau de Parlons Pro. On nous la présente comme la réponse au défi de l'urbanisation galopante et de la diminution des ressources. La Smart City, ou ville intelligente, est dans toutes les bouches. Mais une Smart City, qu'est-ce que c'est? Un concept marketing ou une véritable révolution? Nous allons tenter d'y répondre aujourd'hui avec, sur ce plateau, 4 smarts invités. À commencer par Jean Rotner, maire de Mulhouse, dans le Haut-Rhin, et également président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Isabelle Barraud-Serfati, fondatrice de EB-City, structure de conseil en économie urbaine. Éric Cassard, architecte, urbaniste, fondateur de l'agence Arc & Spaces. Et Fabrice Bonifay, directeur développement durable du groupe Bouygues. Fabrice Bonifay qu'on a donc déjà vu sur ce plateau. Nos infrastructures, nos logements, nos espaces vont bientôt nous parler. Oui, ce sont les promesses de la Smart City, la ville saisie par la révolution numérique, une ville faite de capteurs, de sondes, de réseaux, d'objets connectés. Mais pourquoi faire? Début de réponse. Début 21e siècle, les futurologues annoncent un nouveau péril urbain. Les mégalopoles s'étendent et se densifient, les ressources d'énergie s'épuisent et on ne trouve plus de place pour se garer. Heureusement, face au chaos redouté, la technologie s'impose. Des mini-centrales individuelles autogèrent leurs électrons. Des algorithmes guident les pas des citadins et dans les salles de contrôle, des ordinateurs s'apprêtent à remplacer des employés trop humains. L'urbanisme technologique nous promet des villes hyper rationnelles, 100% durables et parfaitement sûres. Des villes intelligentes. Des villes intelligentes, alors donc concept marketing ou réalité? Jean Rotner, donc je rappelle que vous êtes maire de Mulhouse, agglomération de 280 000 habitants. On dit que vous êtes un fervent défenseur de la Smart City. Ça dépend ce que c'est la Smart City. On parle beaucoup de ville intelligente. Moi, je ne sais pas vraiment ce que c'est la ville intelligente. Par contre, je sais qu'il existe une ville désintelligence. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de capteurs, vous l'avez dit, on parle beaucoup de technologie. Je pense qu'il ne faut pas rentrer, pour nous, maires en tout cas, par cette voie-là, dans la création et dans l'évolution de la ville. Mais bien au contraire, utiliser les technologies pour aller vers les usages et partir de ces usages et en fonction des envies, en fonction des besoins, en fonction de l'innovation, en fonction surtout des envies humaines qui doivent rester le cœur de nos villes, eh bien, lui permettre d'évoluer et de progresser. Et parler de ville désintelligence, c'est bien de remettre là aussi cette envie qu'ont nos concitoyens de participer à cette grande aventure. Ce n'est pas du tout la ville uniquement avec des capteurs, avec des données, avec des datas, avec tout ce qui est parfois imaginé, mais bien au contraire de revenir à l'essence même de la construction d'une ville, c'est-à-dire les rapports humains, et de bénéficier de tout ce que la technologie peut nous apporter pour aller plus vite, plus loin, plus haut. Éric Cassard, vous êtes d'accord, vous, c'est surtout un apport, un changement au niveau des usages? Oui, ça entraîne un changement des usages. Pour moi, la Smart City, c'est la révolution numérique qui arrive dans la ville. Donc on l'a vu, elle arrive avec Internet, d'abord chez soi, ensuite de façon mobile, et aujourd'hui, elle entre dans la ville. Alors elle va entrer dans la ville de 5 manières différentes. Vous avez 5 domaines. La première chose, ça a été la maintenance et l'exploitation. Dès que je dis la ville, c'est la ville et le bâtiment. Maintenance, exploitation, c'est ce qu'on a appelé les GTB, la gestion technique du bâtiment. Puis ensuite, vous avez eu l'énergie, toute cette phase d'une meilleure gestion de l'énergie. Ça, pour moi, c'est l'âge 1. C'est celui dans lequel on est et dont on attend déjà les retours. Pour moi, on rentre aujourd'hui dans un âge 2, et cet âge 2, qu'est-ce que va permettre le numérique? Il va permettre une meilleure gestion des espaces. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer de la valeur par rapport à de l'existence. C'est-à-dire vous faites mieux tourner votre espace. Ça commence à se faire avec les parkings, ça va se faire avec le bureau, avec le logement. L'autre point sont les services qui arrivent dans la ville. Les services à la fois destinés aux bâtiments et à la ville, mais aussi aux usagers. Et vous avez les esthétiques, la possibilité de création de nouvelles esthétiques. Maintenant, je rejoins complètement ce que disait monsieur, c'est-à-dire qu'il faut rester dans une ville humaine. Mais ça, c'est un fait, la révolution numérique est en marche, donc on va vers ça.
Fabrice Bonifay, donc la Smart City, ça rend la ville plus efficace, mieux utilisée? Personne dans la ville ne rêve de technologie. La technologie est un moyen. Je pense que les enjeux de la Smart Cities, pour les citoyens, c'est d'abord des villes plus agréables qu'elles ne le sont aujourd'hui. Moins de bruit, moins de nuisances, moins de pollution. Il faut savoir que la pollution de l'air dans les villes, c'est un fléau dans toutes les grandes villes du monde. Donc le souci des citoyens, ce n'est pas de la technologie. La technologie, ce ne sera qu'un moyen. Donc parler de la technologie comme une fin en soi, ça n'a pas de sens. Pour moi, la ville désirable, au sens de ce qu'on doit mettre en place tout de suite pour les générations d'aujourd'hui et préparer celles de demain, c'est d'abord des villes qui seront sobres en consommation de toute nature. Et pour ça, il faut pouvoir faire en sorte que les technologies qui servent à générer le confort dans la ville soient beaucoup plus interdépendantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, on a géré les villes d'une façon séquentielle en séparant les fonctions. C'est une bêtise. Aujourd'hui, il faut rendre les fonctions interdépendantes. Le numérique va nous aider pour ça. Ensuite, il y a un enjeu que les villes redeviennent, parce qu'elles l'ont été par le passé, autoproductrices de ressources. Aujourd'hui, les villes sont essentiellement consommatrices d'énergie, d'eau, et importent tout ce dont les citoyens dans la ville ont besoin pour vivre. Je pense que demain, il y a déjà des villes dans le monde qui le font déjà, eh bien, les villes vont devoir produire leur énergie, produire des calories alimentaires, les urban farms, et redonner dans la ville une fonction de production. Pour tout un tas de raisons que vous pouvez imaginer, mais je pense qu'on va en discuter un petit peu. Donc efficacité, meilleure gestion des ressources, mais ça veut dire quoi alors que les villes étaient dépourvues d'intelligence avant, Isabelle Barraud-Serfati? Alors, moi, en tout cas, je pense qu'il y a deux manières de définir effectivement la ville intelligente. Il y a une première manière qui est celle qu'on a vue un petit peu à travers le film, c'est l'idée d'une ville qui se doterait d'une infrastructure numérique pour optimiser son fonctionnement. Et je pense que là, on est dans une dimension sans doute un peu trop techniciste de la ville intelligente. Et puis, il y a une autre dimension, moi, qui est celle que je retiens, c'est que la ville intelligente, c'est la ville qui est saisie par la révolution numérique. La révolution numérique a eu lieu et c'est un profond facteur de transformation des modes de faire, des modèles économiques, de la gouvernance. Et moi, il me semble que ce qui caractérise en fait la révolution, enfin la ville intelligente, c'est deux choses en fait. C'est d'une part l'importance de la multitude, c'est le concept qu'a mis en avant Nicolas Colin, notamment dans l'âge de la multitude. C'est cette idée que aujourd'hui, ce qui est le moteur de l'économie, abondant et peu cher, ce n'est plus le pétrole comme au XXe siècle, mais c'est l'ensemble des individus qui peuvent se mettre en relation entre eux, qui sont capables de produire des données, de la place dans leur voiture, de l'énergie. Et ça, c'est quelque chose en fait qui est sans doute essentiel parce que ces individus, ils peuvent aussi se mettre en relation entre eux indépendamment des grandes organisations, qu'il s'agisse des collectivités ou des grandes entreprises. Et puis, je pense que le deuxième facteur de changement radical via la révolution numérique, c'est l'hybridation des secteurs qui s'accentue. Et ce qui fait que, alors qu'avant on avait des villes qui étaient fabriquées et gérées en silos, d'un côté l'aménagement, l'immobilier, de l'autre l'énergie, de l'autre l'eau, les déchets, aujourd'hui tous ces secteurs en fait sont en train de s'hybrider. Et du coup, il me semble que la ville intelligente, c'est la ville coproduite entre l'ensemble des acteurs, publics et privés, mais aussi entre plein d'acteurs privés entre eux. Et c'est le défi qui se pose, à mon avis, à la fois aux acteurs privés et aux acteurs publics. Donc la ville coproduite, une transformation aussi donc, de vos métiers, vous les acteurs de la ville. Justement, qu'est-ce que ça change, par exemple, Éric Cassard? Vous avez donc fait partie d'un projet qui a été lauréat de l'appel à projet Ville de demain. On vous demande de faire du smart maintenant, enfin, vous en tant qu'architecte? On ne me demande pas de faire du smart, mais vraiment, enfin, ce qui a été dit, c'est que le numérique va permettre de revaloriser certains espaces. Alors quand on parle de la ville, d'une ville hybridée, de toutes ces choses-là, il faut juste faire un petit retour en arrière. Les villes étaient intelligentes avant, puis il y a quand même cette arrivée de la voiture, puisque c'est elle qui a changé les rapports des distances entre les lieux, et c'est là où aussi avec certaines lois, on a créé des zones d'habitation, des zones de commerce, des zones de bureaux. Et aujourd'hui, on va pouvoir mélanger tout ça et on va pouvoir optimiser. Alors, qu'est-ce que ça change? Par exemple, ce qu'on voudrait mettre en place, c'est ces idées de mutualisation ou plutôt d'espace partagé. Aujourd'hui, avec un téléphone portable, c'est ce que vous voyez avec un Airbnb. Je veux dire, quand je ne suis pas dans mon appartement, si je veux, je peux trouver à louer. Donc, je crée bien de la valeur sur quelque chose qui existe déjà. De la même façon, je pense que l'usage va modifier la notion à la fois d'habitat et de bureau.
de bureaux, on le voit déjà. Avant, on créait des bureaux qui étaient cloisonnés. Aujourd'hui, on parle d'environnement de travail. Les nouveaux bureaux sont des espaces de coworking. Vous pouvez avoir un canapé à un endroit, vous avez un autre endroit où vous voulez vous isoler acoustiquement, un autre endroit où vous avez besoin de lumière. Et de la même façon, l'habitat, je pense, va aussi aller vers du service. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez un immeuble d'habitation, c'est peut-être 20 étages avec des appartements qui sont tous les mêmes. Dans le futur, on va travailler plutôt de la sphère la plus intime. On va avoir des variations selon les modèles familiaux, parce qu'on n'est pas tous les mêmes, entre un étudiant, une famille monoparentale, une famille recomposée. Donc on va pouvoir traiter cette complexité et on va pouvoir aussi avoir des espaces de partage et d'échange. C'est ce qu'on revient avec ce qui était dit, avec cette idée que la ville de demain peut amener plus de solidarité si elle est bien faite. Il ne s'agit pas de vivre en communauté, mais il s'agit de se rendre des services, d'être dans une économie qui en effet est plus circulaire et plus proche. Donc je dirais que ça, c'est un véritable enjeu. Il faut oser sortir du 2 pièces, 3 pièces, il faut oser mutualiser les choses, mais on n'en est pas encore mutualisation tout à fait là. des espaces, optimisation. Jean Rotner? Oui, j'ai plusieurs remarques. La première, c'est qu'aujourd'hui, on parle effectivement beaucoup de stationnement, de nouveaux logements, de nouveaux modes de vivre. Et nous avons tous les outils à notre disposition pour le faire. Je dirais que c'est vraiment déjà derrière nous. Et il y a quelque chose de passionnant qui est en train de se passer. On a parlé d'hybridation citoyenne, c'est finalement cela. On le voit dans nos villes, à travers ces démarches à la fois numériques, intelligentes, durables. Il y a une vraie dynamique aujourd'hui et un décloisonnement de nos villes qui est en train de se faire. Et ça, comme maire, c'est passionnant d'y assister. Pas forcément d'y participer, mais au contraire de faciliter les rapports entre ces différentes hybridations, ces différentes tribus qui composent une ville, pour qu'elles puissent évoluer plus facilement. Concrètement, chez vous, à Mulhouse, on a des exemples ou... Moi, j'ai des conversions de friches. On parle beaucoup aujourd'hui de développement durable. La maintenance d'une friche, l'avenir d'une friche, ça fait partie de la responsabilité, par exemple, de l'élu que je suis, mais ça fait partie aussi des citoyens qui sont susceptibles de l'investir, d'y inventer de nouvelles formes d'économie, de nouvelles formes de développement, de nouvelles formes de transformation, par exemple de bâtiments. C'est un exemple qui me vient à l'esprit. C'est aujourd'hui dans l'agriculture de proximité. Oui, il y a de vrais projets mais qui viennent là aussi de la réflexion initiée par les grands industriels, les architectes, les urbanistes, qui sont un peu les pionniers de cette ville de demain. Donc, hybridation citoyenne, c'est un premier point important. Deuxième élément, c'est l'hybridation des grandes villes entre elles. Elles étaient toujours en concurrence, elles le sont toujours. On veut toujours être un petit peu meilleur que l'autre ou être un terrain d'expérimentation. Aujourd'hui, nous avons entre maires cette intelligence collective de travailler les uns avec les autres. Ce que l'un expérimente, bien, le deuxième va pouvoir s'en saisir dans une démarche, là aussi, tout à fait positive. Et inversement, ce qu'il aura lui-même expérimenté pourra servir encore à un troisième. 1 + 1 = 3, c'est-à-dire la compétence de l'un plus la compétence de l'autre, bien, souvent permettent là aussi de développer de nouvelles initiatives ou des choses auxquelles on ne pensait pas au début. Et enfin, troisième point, moi qui me semble important dans la ville intelligente, c'est aussi, et ça c'est le patron de collectivité qui parle, c'est qu'il n'y a pas de transformation intelligente de la ville s'il n'y a pas de transformation intelligente de la collectivité. Et quand on est à la tête, moi je suis à la tête de 3000 agents, faire comprendre cette transformation de la ville à 3000 agents, le comportement différent, le lien qui unit peut-être aujourd'hui un service d'urbanisme à un architecte, à un industriel, fait au citoyen lui-même, fait qu'on est dans une transformation. On parlait beaucoup du PPP, partenariat public-privé. Aujourd'hui, on est dans le partenariat public-privé population. Il y a un acteur supplémentaire, ce qui fait que nous sommes en train de nous transformer profondément en interne. Et si cette transformation interne, si ce management des collectivités n'a pas lieu, bien nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Moi, je rêve aujourd'hui de living lab interne, de transformation, et de ne pas pouvoir le faire seul, de le faire avec des universitaires, de le faire avec des industriels, de le faire naturellement avec des urbanistes, avec des citoyens eux-mêmes. Confrontons, apportons les idées des uns et des autres, et ça produit là aussi
ce que j'appelle moi la ville des intelligences. Isabelle Barraud-Sarfati. Oui, non, peut-être pour rebondir sur ce terme d'hybridation citoyenne que je trouve très, très intéressant. Moi, je pense qu'effectivement, il y a un gros enjeu à travers la question de la ville intelligente, qui est la place de l'individu, habitant, usager, citoyen, consommateur. D'ailleurs, on ne sait plus très bien comment on l'appelle, avec effectivement deux changements profonds. Acteur. Le premier changement, c'est le fait qu'effectivement, il change de rôle. Il est plus simplement en bout de chaîne, notamment par exemple, bien l'usager en matière d'énergie peut devenir producteur d'énergie. Encore une fois, on l'a dit, l'économie du partage, c'est le fait que tout d'un coup, l'habitant va pouvoir mettre à disposition une partie de son logement, une partie de sa voiture. Donc ça, c'est le premier changement. Et puis, le deuxième changement, c'est que ce qui est en train de changer, c'est la manière dont c'est à la fois les grands groupes, mais les collectivités peuvent s'adresser à lui. C'est Jacques Séguéla qui a dit le big data a tué la ménagère de moins de 50 ans. Et j'aime bien cette idée, c'est cette idée en fait de l'individualisation de l'individu qui pourrait paraître un pléonasme et qui en réalité renvoie au fait que l'individu, eh bien on peut maintenant l'adresser directement sans plus forcément passer par les catégories qu'il représente. C'est ce que notamment dit Dominique Cardon dans son livre sur Aquarêve, les algorithmes. Et je pense que cette évolution, elle est très structurante avec des effets très, très importants. Notamment parce qu'on va pouvoir faire de l'industrialisation de l'individualisation, ça c'est ce que disait aussi Emmanuel Davidenkoff, c'est la possibilité de proposer des services ou des produits du logement ou des services publics sur mesure pour chaque individu. Et puis l'autre enjeu, mais on y reviendra sans doute, c'est le fait que ça peut bousculer les modèles économiques, puisque ça veut dire qu'on va pouvoir facturer selon l'usage et selon l'usager. Ouais, donc, moi, juste par rapport à ce que vous dites, il y a juste un point, il faut faire attention de n'écouter que le citoyen. Non pas que le citoyen ait tort, je pense que son discours est très intéressant, mais moi quand je travaille en tant qu'architecte, quand je fais un appartement ou une maison pour quelqu'un, je commence à leur dire « expliquez-moi comment vous vivez ». Je ne leur demande pas ce qu'ils veulent, j'essaie de comprendre comment ils vivent pour leur apporter une réponse auquel ils n'auraient pas pensé. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et finalement, nous, les urbanistes, les architectes, on est là. Le rôle du citoyen et citoyen privé, public, c'est très important. Mais il faut qu'il y ait cette espèce d'accompagnement par le professionnel. On a de moins en moins, les villes se font de moins en moins parfois avec les architectes et les urbanistes. Et notre rôle, c'est une compréhension de l'ensemble et c'est de pouvoir apporter des réponses à des problèmes auxquels le citoyen n'aurait pas forcément pensé. Ce qu'on demande, ce n'est pas forcément que le citoyen apporte les solutions, mais par exemple que moi, mes services se comportent de la même manière que vous. Plutôt que de dire voilà comment vous devez vivre, c'est dites-nous comment vous vivez, et comment nous, en tant que collectivité, nous pouvons aussi bouger pour vous apporter des solutions ou que vous nous apportiez ou que nous apportions des solutions ensemble. Fabrice Bonifay, donc vous, votre métier le groupe Bouygues, son métier de constructeur donc diminue, c'est plus apporter des solutions aujourd'hui ? Alors, on va passer, en ce qui nous concerne, de l'entreprise générale du bâtiment, c'est-à-dire de prendre un ouvrage et tout cours d'état, de livrer notre client un bâtiment clé en main qui fonctionne, à une entreprise générale d'aménagement, avec des partenaires architectes, urbanistes, avec bien sûr la collectivité. C'est-à-dire que pour avoir une vue globale, holistique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut revenir au principe de réalité des modèles économiques. Ça a été dit par Isabelle. C'est si on modifie la façon de vivre dans les villes pour s'adapter aux usages, pour faire en sorte que les citoyens puissent devenir des producteurs de services ou des producteurs de flux, dès lors qu'ils ont par exemple des appartements ou des maisons ou des immeubles qui produisent une partie des ressources dont l'immeuble aura besoin, mais il pourra interagir avec les immeubles d'à côté. Tout ça, sur le papier, c'est formidable. 50% des Français ne savent pas ce que c'est qu'une Smart City. Voilà, et puis les bâtiments à énergie positive, les territoires à énergie positive, tout ça, c'est du jargon. Mais aujourd'hui, on voit bien que ça va quand même bousculer gravement les modèles économiques des opérateurs qui font fonctionner les villes d'aujourd'hui. Gravement dans le sens où l'arrivée de ces acteurs diffus, ces autoproducteurs de ressources, comment ça va cohabiter avec les opérateurs historiques de flux, que ce soit l'énergie, l'eau, la chaleur, les parkings. On parlait parking tout à l'heure. Si tout le monde peut mettre en location son propre parking, comment tout ça, ça va cohabiter, etc. Donc, le vrai enjeu à court terme, si on veut passer d'une utopie à une réalité, c'est d'expérimenter
Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui un certain nombre d'appels à projets qui ont été lancés par le gouvernement, où on a des consortiums d'industriels, mais pas des industriels tout seuls, bien entendu, des industriels avec des PME, avec des TPE. Qui se font en mode dérogatoire. En mode donc. dérogatoire, avec des académiques, avec des collectivités partenaires, bien entendu. Donc ça veut dire quoi en mode dérogatoire ? En mode dérogatoire parce que les réglementations qui régissent le fonctionnement des villes ont été établies à l'époque où l'État était centralisateur, où il y avait des opérateurs historiques, où le citoyen était considéré comme un usager, il était producteur de rien du tout, il utilisait le service qui lui était proposé. Toutes ces règles du jeu sont en train de changer, et c'est vrai que le numérique est un des vecteurs du changement, mais pas le seul. Mais les réglementations qui ont été établies pour ce mode-là ne sont pas du tout adaptées au mode qui est en train d'arriver. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut changer dans la réglementation, Jean Rotner ? C'est très important ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que les villes doivent être des terrains d'expérimentation. Oui, nous sommes tous d'accord, mais il faut très rapidement passer de l'expérimentation à l'industrialisation. À l'industrialisation, parce que sinon le citoyen ne comprendra pas, là aussi, ces expérimentations régulières. Et l'industrialisation, parce que le modèle économique, il doit exister et doit nous permettre de transformer la ville. Et si on reste chacun sur des petits bouts d'expérimentation différents, la ville ne se construira pas et n'évoluera pas. Donc le système économique doit rapidement, et c'est ce à quoi nous espérons pouvoir travailler les uns avec les autres d'ailleurs au niveau national, c'est passer justement de ces multiples expérimentations nationales à des modèles économiques différents. Alors on se fait manger quand même par les normes dans la construction, c'est difficile, et là aussi il y a des architectes, il y a des urbanistes, il y a des industriels qui ont des solutions. Je crois qu'il faut les écouter, et la mise en place de ces démonstrateurs au niveau national avec un zoom extrêmement puissant sur ces projets vont nous permettre, je l'espère, de pouvoir transformer certaines normes, transformer certaines manières de faire pour justement passer à l'industrialisation. Alors justement, qu'est-ce qui est bouleversé dans le modèle économique essentiellement, Isabelle Barraud-Serfati? Alors d'abord, je pense qu'il faut revenir à un point de départ, c'est que vous avez cité tout à l'heure la contrainte financière qui pèse sur les collectivités locales et aussi sur les ménages. Et je pense que ce qui est en jeu, c'est la question de la gratuité de la ville. Alors, ce que j'appelle la gratuité de la ville, c'est moi je travaille beaucoup avec des architectes urbanistes. Et pour les architectes urbanistes, il y a, vous me contredirez ou pas, il y a un principe un peu intangible, fondateur de l'urbanité, c'est que les espaces publics, ils doivent être libres d'accès et gratuits. Quand on dit qu'ils sont gratuits, en réalité, ça veut dire que c'est le contribuable qui les paye, plus que l'usager ou l'acquéreur de programmes neufs. Or, il me semble qu'avec la contrainte financière qui est à l'œuvre, le risque, en fait, c'est qu'on se retrouve avec l'impossibilité de faire financer par le contribuable ces espaces publics et de manière générale, on va dire, un certain nombre de services publics urbains. Et du coup, je pense qu'on est à la croisée des chemins. Soit on continue à raisonner un petit peu comme avant, et le risque alors, c'est qu'on aille vers une ville qui serait payée que par ses usagers. Finalement, donc une ville à deux vitesses. Ceux qui ont les moyens de payer s'offrent les services de qualité. Ceux qui n'ont pas les moyens de payer se contentent d'une ville low cost, finalement. Ou bien alors, on fait une hypothèse un peu plus optimiste, et moi c'est celle que je fais, c'est que justement la révolution numérique dont on parle, c'est un facteur puissant de transformation des modèles économiques. Et du coup, la ville saisie par la révolution numérique, à mon avis, est l'opportunité pour repenser les modèles économiques. Alors très rapidement, je pense qu'il y a trois facteurs qui sont à l'œuvre. C'est d'abord le fait qu'on a des nouvelles valeurs, ça a été dit à travers justement le fait qu'on ait toute la question des données. On parle de l'or noir des données, mais il y a évidemment une valeur financière qui est derrière. Il y a toute la question des places libres, en fait, des espaces libres, ce que vous avez cité. C'est là encore l'économie du partage qui révèle ces actifs sous-utilisés. Il y a toute la capacité justement des habitants à produire des choses. La deuxième chose, je l'ai cité, c'est ces nouveaux modes de facturation qui peuvent évoluer plus finement selon l'usage et selon l'usager. Et puis il y a aussi des nouvelles équations économiques. Moi, il y a un modèle que j'aime bien, je trouve très intéressant, c'est le modèle de l'effacement. C'est un modèle qui est un modèle de l'énergie. Vous savez, le principe, c'est que ce qui coûte cher, ce sont les pics de consommation. Et du coup, un énergéticien a intérêt à vous inciter à utiliser votre machine à laver pendant les heures creuses, quitte à vous offrir l'électricité gratuitement à ce moment-là, pour éviter de tirer sur des pics de consommation. Et ce modèle-là, c'est un modèle compatible sur tous les flux. Oui, moi je suis complètement en phase avec ce que vous venez de dire. En fait, il faut bien prendre conscience que pour éviter cette fracture qui pourrait se poser entre ceux qui auraient les moyens de se payer les services et ceux qui n'auraient moins de moyens, il faut récupérer déjà l'argent qu'on peut récupérer sur les gaspillages générés par les villes telles qu'elles sont gérées aujourd'hui. Il y a énormément de gaspillage du fait du fonctionnement en silo en fait, des fonctions urbaines.
Quelques exemples, hein, c'est des exemples qui sont tout à fait caractéristiques aujourd'hui. Les déchets ménagers, il y a un tiers des déchets ménagers, vous le savez, qui sont constitués de déchets organiques. 350 kg de déchets produits par les gens dans les villes. Ces déchets organiques, aujourd'hui, sont très rarement récupérés dans la ville, méthanisés dans la ville, le biométhane réinjecté dans le circuit de gaz de ville. Ça, c'est des choses qui existent aujourd'hui dans des pays nord-européens, qui se fait très peu en France, ça se fait un petit peu, mais peu. C'est autant de ressources qu'on n'achète pas à l'extérieur. Et donc, ça redonne une capacité d'investissement pour les villes. Circulaire. C'est l'économie circulaire, absolument. Et ça, des solutions d'économie circulaire en ville, on en a identifié plusieurs centaines. La récupération de l'eau. Aujourd'hui, nettoyer les voiries à l'eau potable, osmosée, chlorée, ça n'a plus aucun sens. Aujourd'hui, il y a moyen, en toute sécurité sanitaire, d'avoir des réseaux séparatifs. Il y en a déjà à Paris depuis des décennies et ça ne pose pas de problème sanitaire particulier. On peut faire ça aujourd'hui à l'échelle du bâtiment, mais on peut faire ça aussi à l'échelle du quartier. On parlait de l'énergie. À partir du moment où les bâtiments, à partir de 2020, tous les bâtiments neufs devront être à énergie positive. Alors certes, il faut près de 100 ans pour renouveler complètement un parc installé dans une ville, mais 1% par an quand même de renouvellement, c'est pas rien. Donc ces bâtiments qui vont devenir autoproducteurs, eh bien, comment ils vont pouvoir, non pas simplement réinjecter dans le réseau national, mais pouvoir revendre leur énergie lorsqu'ils ne vont pas l'utiliser à leurs voisins. Donc, quels sont les modèles économiques qu'il va falloir mettre en place dans ce domaine-là? Donc, toutes ces interfaces, l'énergie de freinage des tramways, il y a les calories des réseaux d'assainissement. Aujourd'hui, ces calories, on ne les réutilise pas. On a un programme, nous, on a livré il y a quelques années à Rugbrunn comme à Cap-Martin, un programme de logement où les logements sont chauffés par les calories du réseau d'assainissement de la conduite qui va vers la station d'épuration. C'est de l'énergie gratuite. Et je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'économie circulaire, c'est un nouveau modèle économique pour la ville, où les données de sortie des uns deviennent les données d'entrée des autres. Ça coûte beaucoup moins cher à la collectivité, et cet argent que la collectivité va pouvoir récupérer, elle pourra le réinvestir dans le social, qui est l'enjeu, on le sait très bien, des collectivités. Jean Rottner. C'est majeur ce qui vient d'être dit, parce qu'on passe aujourd'hui de cette culture des maires constructeurs aux maires de la maintenance et aux maires vertueux. Moi, j'y crois. C'est-à-dire que les villes qui vont vraiment avancer, c'est les villes qui auront compris cela. C'est-à-dire, la maintenance aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. Parfois, il faut savoir, dans un marché public, nous donner la possibilité peut-être de dépenser un petit peu plus, mais d'avoir une maintenance qui coûtera nettement moins cher sur la durée. C'est ça la durabilité aussi d'une ville. Au-delà de la technologie, au-delà du gaz vert, au-delà de l'eau et tous les exemples qui viennent d'être cités, mais qui sont déjà là aussi. C'est un changement majeur dans la manière de gérer nos collectivités. Et effectivement, que l'argent que nous gagnons, compte tenu de la raréfaction des ressources publiques aujourd'hui, eh bien, que nous puissions le réinvestir à bon escient. C'est quelque chose de majeur et c'est un management profondément différent et une culture, là aussi, publique qui est en train de se transformer. Mais les investisseurs, est-ce qu'ils y vont? Est-ce que vous avez l'impression, Éric Cassard, que toutes ces innovations, ces chamboulements, est-ce qu'on est friand de ça Moi aussi, je partage vraiment le point de vue qui a été dit. Aussi, pour rajouter, à une époque, il y a eu vraiment un étalement urbain. L'étalement urbain coûte cher parce que ça demande de créer de la voirie, de l'entretenir, etc. Par rapport à ce que vous dites, c'est vrai que l'importance de la maintenance est capitale. C'est pour ça qu'il faudrait arrêter de raisonner sous forme de coût de construction, mais il faut passer au coût global. Par contre, réfléchir en termes de coût global, juste entre parenthèses, coût global d'un bâtiment, sa durée de vie, c'est 80% du coût. Sa construction, c'est 20%, et dans ces 20%, il y a 10% de conception, soit 2%. 2% du coût global pour penser quelque chose, 98% sur ce qu'il en reste. Il faut donc augmenter ça pour qu'il soit plus économe en énergie, voire producteur d'énergie. Maintenant, les questions que ça pose, c'est d'un point de vue économique, et là, c'est un petit peu pour vous, c'est vrai que du coup, c'est l'investisseur qui va investir. Est-ce que ça va être un propriétaire particulier qui va avoir sa place de parking et qui va la louer, ou est-ce que c'est au contraire quelqu'un qui va gérer toute une partie de la ville, puisque lui, il va s'en sortir sur un coût global, mais sur un coût global, on va réfléchir sur 20 ans, sur 30 ans. Donc même un élu qui répond à ses citoyens, il y a forcément la question aussi de la réélection qui peut être là, tout ça. Donc si on veut être vraiment dans quelque chose de vertueux, il faut pouvoir se positionner à une autre échelle de temps. C'est loin d'être facile. Et l'autre
point que je voulais dire, c'était par rapport à la gratuité de la ville. Moi, je pense que le numérique change les frontières. Avant, on avait un espace privé, un espace public. Maintenant, on va avoir des espaces entre deux. Il y a des gradients d'espace. C'est-à-dire, il y a du privé partagé qui appartient à plusieurs personnes. Vous échangez. Vous avez des sphères, ça ne va plus être aussi simple que ça. Et ça ramène évidemment beaucoup de questions, comme vous l'avez dit. Alors aussi, quand même, il y a une modification des partenariats publics-privés. On a l'arrivée de beaucoup d'entrants, donc c'est un marché juteux, la Smart City. Est-ce que ça bouscule la gouvernance? Est-ce que ça bouscule donc, la mainmise des collectivités sur leurs services urbains, Isabelle Barraud-Serfati? Alors peut-être pour rebondir d'abord sur la question des investisseurs. Mais très court alors. Très haut. Non, en fait, je pense que la question c'est un investisseur, il aura intérêt à investir si d'abord on peut mesurer le retour sur investissement. Et puis le deuxième élément, et ça rejoint votre question, c'est qu'il faut que le retour sur investissement profite à celui qui a mis l'argent. Et là, on retombe sur un système un peu plus complexe parce que souvent on a un éclatement des acteurs et peut-être que la tendance justement pour pouvoir internaliser les bénéfices en fait des investissements dans la ville durable, eh bien c'est d'avoir des gros opérateurs intégrés. Et ça, je pense que c'est effectivement peut-être un risque, enfin une opportunité ou un risque en fait, c'est d'avoir du coup une complexité des systèmes urbains qui serait plus compliquée à faire évoluer dans le temps en fait et qui pose la question de la réversibilité. Vous avez écrit un article, y aura-t-il un maire dans ma ville intelligente? Donc ça veut dire que Jean Rotner est menacé par la Smart City? Cet article était un peu provocateur, mais c'était pour dire qu'il y avait deux tendances à l'œuvre. En fait, finalement, il y aurait d'un côté une tendance des individus, habitants, citoyens qui peuvent se mettre en relation entre eux, finalement, indépendamment des grandes organisations qui les représentent, et qui finalement peuvent demain faire leur choix d'investir par exemple dans des équipements publics via du crowdfunding plutôt qu'en passant par l'arbitrage que va faire la collectivité. Et puis effectivement, le deuxième sujet, c'est qu'aujourd'hui quand même un certain nombre de promesses de la ville intelligente supposent d'avoir des tailles d'échelle d'opération qui soient suffisamment importantes. Moi j'étais assez frappée par un certain nombre de projets que vient de gagner Bouygues. En fait, par exemple sur Marseille, l'îlot XXL, on est sur 14 hectares, plus de 250 000 m² de surface bâtie. Et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est le signe d'une nouvelle tendance où finalement ce ne serait qu'à une certaine échelle d'opération que peut se faire la ville en fait. Et quand même, il y a des nouveaux outils technologiques, même si tout le monde minimise un petit peu le numérique sur ce plateau, c'est la Smart City, c'est la révolution numérique de la ville. Vos agents, vous allez les former à ces nouveaux outils ou est-ce que ça va être IBM par exemple? Non, mais ils sont déjà formés, ils se forment. On parle par exemple du parking aujourd'hui, grâce aux capteurs et aux détecteurs de place libre, vous gagnez 30% de circulation en moins parce que on sait très bien que dans la circulation d'une ville, 30% de cette circulation, c'est pour trouver une place. Si vous avez ça sur votre smartphone ou sur l'écran de votre voiture, eh bien vous allez directement à la place. Indirectement, nous pouvons, quand il y a une place qui est occupée et où il n'y a pas une redevance de parking qui est payée, aller directement à cette place-là aussi. Pour nos agents, c'est plus efficace et on a une meilleure efficience du service public, si tant est que le PV est un service public, soit un service public, pardon. Donc ces outils-là, on les utilise, on développe nos réseaux de chaleur, on a des unités de méthanisation, on a des capteurs de bruit. En fait, nous avons petit à petit des dashboards du quotidien pour piloter la ville. Par exemple, à Rio de Janeiro, c'est IBM qui a une plateforme qui teste comme ça une gestion optimale des services urbains qui vous promettent de gérer sécurité, eau. Ça arrive chez nous. On a besoin, nous, par exemple, tous nos compteurs d'eau sont des compteurs intelligents aujourd'hui et ça permet de produire un service à nos concitoyens qui est, par exemple, le choix de sa facture. Il peut payer mensuellement, il peut payer trimestriellement. C'est venu simplement d'une remarque bête, enfin pas si bête que ça en fait, d'un de mes concitoyens qui sur une visite du terrain disait « Monsieur le maire, moi, payer tous les 3 mois c'est difficile ». Je dis « On va trouver une solution ». Ça a été le compteur intelligent. Le compteur intelligent, c'est j'adapte ma manière de payer à ma capacité de payer. C'est un exemple tout simple, mais à partir de cela, eh bien, on va détecter les fuites, on va mieux détecter les fuites, on va être plus performant dans le service à la fois rendu à travers notre service de l'eau, mais on va rendre également un service tout simple au Mulhousien qui va choisir son mode de paiement. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres.
Alors finalement, donc, on nous promet bien-être, qualité de vie avec cette Smart City, mais est-ce qu'on est vraiment bien dans une ville où on est mesuré, capté, on doit faire attention à tout, on a une empreinte pour tout, et ça sera le mot de la fin pour chacun. Isabelle Barraud-Serfati. Non, mais c'est clair, là vous pointez une des ambivalences de la ville intelligente. Par exemple, quand on parle de l'économie du partage, est-ce que c'est effectivement la possibilité de partager avec les autres ou est-ce que c'est de la marchandisation à outrance? Je pense que le débat reste ouvert. Fabrice Bonifay. Vous savez que la technologie la meilleure, c'est celle qu'on ne voit pas. Quand vous utilisez votre smartphone, je pense que personne ne sait comment ça marche réellement. Vous ne voyez que le service que ça vous rend. Donc la ville intelligente de demain, ce sera une ville effectivement qui sera technologiquement performante parce qu'il y aura toute cette régulation qui sera en œuvre pour effectivement réguler les flux, pour que ça soit fluide. Mais vu du citoyen, il ne faut pas que le citoyen ressente cette technologie autour de lui. Lui, ce qui est important pour lui, c'est ce que je disais au début, c'est qu'il soit bien, c'est qu'il vive bien, c'est qu'il respire bien, c'est qu'il soit heureux, c'est qu'il n'y ait pas de bruit, c'est qu'il soit en sécurité. La technologie doit être cachée. C'est le rôle des opérateurs de faire fonctionner la ville, mais sans oppression sur le citoyen. Le citoyen, lui, le seul objectif qu'on doit avoir, en partenariat avec les collectivités bien sûr, c'est qu'il soit heureux dans la ville. Eric Cassard. Oui, moi je rejoins ça avec cette idée de plaisir, mais je dirais que une des clés, c'est que ça va permettre de créer de la diversité. Et de la diversité, c'est-à-dire on n'est plus dans une norme de confort comme on a pu l'être à une époque avec la climatisation ou même une norme de bruit. Il y aura des espaces plus bruyants, des espaces moins bruyants, des espaces avec de la lumière, des espaces avec moins de lumière et on va adapter les programmes en fonction. Donc on va vraiment avoir ce numérique va nous aider à ça. Je suis aussi d'accord avec cette idée qu'on ne doit pas voir la technologie, mais je dirais en plus on doit utiliser ces capteurs pour créer des nouveaux événements dans la ville. Une caméra de vidéosurveillance, ça peut créer un événement avec une vidéo artistique. Enfin, détourner la technologie au profit de la poésie. Jean Rotner. Moi, je suis un grand passionné de la ville, mais au sens positif des choses. C'est-à-dire que la ville, elle ne doit pas s'opposer déjà au rural. Et je suis un grand passionné, en fait, des territoires. Et nous avons, en France, toutes les capacités, à la fois citoyennes, industrielle, universitaire, politique, pour faire de ce pays, non pas la vitrine de notre savoir-faire, mais d'avoir l'intelligence aussi d'ailleurs de chercher parfois à l'étranger ce que nous ne savons pas faire. Et ça manque un petit peu en France. Donc on a ces capacités-là. On a effectivement cette envie du mieux vivre, cette envie de parfois détourner les usages, de savoir vivre la ville différemment. C'est ça l'enjeu de demain en France. Chaque fois que je me déplace à l'étranger dans une ville, je passe mon temps à faire des photos, à écouter, à discuter, à m'asseoir parfois dans un café simplement pour voir comment les gens fonctionnent les uns avec les autres. Que nous fassions ça en France, ce serait magnifique. Et regardez autour de cette table, vous avez un peu tout le panel de ceux qui composent et forment la ville de demain. Eh bien, je crois que c'est un bel exemple là aussi d'unanimité entre nous. Merci à vous quatre donc, pour vos contributions intelligentes et merci aux internautes donc, qui nous regardent et je vous dis à très bientôt.